35 bougies à souffler sur le gâteau de Radio Arc-en-Ciel. Oui, 35 anniversaires en 2019 pour Radio Arc-en-Ciel, l'association ADE, Association pour la diffusion de l'Évangile. Une histoire longue à certains égards et une histoire qu'on pourrait oublier facilement. Et justement, avec ce risque, eh bien, nous nous sommes dit aujourd'hui qu'il était temps de réaliser un documentaire qui explique toute l'histoire de Radio Arc-en-Ciel, de ses débuts jusqu'à nos jours. Une histoire qui peut-être servira à beaucoup pour mieux comprendre le projet et peut-être une histoire qui sera utilisée dans 10 ans, dans 20 ans, justement pour mieux cerner eh bien, les débuts et tout le cheminement qui a déjà été mené jusqu'à nos jours. Une histoire, celle de Radio Arc-en-Ciel, mais aussi une plus grande histoire, plus large, celle des radios associatives, puisque Radio Arc-en-Ciel, depuis le début, depuis la genèse de son histoire, s'inscrit dans ce cadre-là, celle des radios associatives, un démarrage en radio pirate et finalement une validation, une autorisation d'émettre accordée par le CSA. Mais là, nous sommes déjà en 1984. 1984, une date clé. Joël Attia, entouré par une série de personnes qui désirent voir le projet naître, crée Radio Arc-en-Ciel. L'association s'appelle ADE, Association pour la diffusion de l'Évangile, et s'adresse au CSA pour obtenir une autorisation d'émettre sur la zone de l'Eurométropole de Strasbourg. Et c'est là tout un défi. Il s'agit de constituer un dossier, les demandes sont fortes et la concurrence est rude. Avant Radio Arc-en-Ciel, il y a une histoire puisque Radio Arc-en-Ciel n'est pas tombé du ciel, si je puis me permettre, pour une radio chrétienne. En fait, on avait une expérience radiophonique. J'ai commencé à une époque lointaine, des années 80, à l'époque des radios pirates, radios non autorisées. Jeu de mots à l'époque pour les radios qui se trouvaient en zone frontalière. On avait une difficulté en Alsace, pour simplement le dire, c'est que il ne faut pas émettre vers l'Allemagne, parce que les fréquences appartiennent aux deux pays. Et il y avait des fréquences qui appartenaient aux militaires. C'est François Mitterrand qui a libéralisé l'AFM, libéré l'AFM, et donc ça a permis à des radios locales de diffuser. Après, je pense qu'ils ont mis un peu d'ordre là-dedans, parce qu'on avait le problème des Allemands aussi. Les Allemands émettaient aussi en FM, et ils émettaient très fort par rapport à nous. Donc Radio Arc-en-Ciel, c'est pas la fréquence d'origine. La fréquence d'origine, c'était, je crois, 88,2. C'était pas 90,7, et on émettait localement, on n'allait pas loin. J'ai commencé sur Radio Bienvenue Strasbourg. Juste avant que j'arrive, Radio Bienvenue, c'était une moto qui allait au Mont-Saint-Odile, débrancher l'ampli sur le sac à dos, une batterie, un dipôle, un cassettophone, et on émettait en relevant simplement un mât. Hein. Puis quand moi je suis arrivé, on louait un appartement, enfin une chambre de bonne, donc tout à fait dans les années 80, juste avant que ça soit autorisé. Hein. On est juste avant les 81, on est à 81, juste les autorisations, mais pas encore redistribuées. On se retrouve sous des toits on nous recherche quand même. Hein. Il y avait des appareils qui passaient dans la rue. L'antenne, c'était un gars qui était assis sur le bord du toit et qui tenait l'antenne. C'était amateur. La table de mixage, c'était des tables de mixage fabriquées maison. L'émetteur, c'était des fabrications maison. On n'avait pas de micro professionnel. Table de mixage, je l'ai dit, les platines disques, c'était ce que les uns et les autres nous prêtaient. Les radios locales étaient très limitées, il n'y avait que 3 ou 4 qui étaient autorisées au tout départ. C'était parce qu'il y avait très peu de fréquences et il fallait avoir une certaine historique. Donc nous avons continué sur Radio Bienvenue jusqu'au bout. Et puis la libération de la fréquence militaire a permis l'ouverture d'autres fréquences. Et donc c'est là qu'on s'est présenté pour avoir l'autorisation de... Donc on a monté un dossier. Alors c'est pas simple, hein. Aujourd'hui il y a Internet, là c'était des échanges de courriers, il fallait attendre les retours. Et il faut savoir une chose, c'est que la plupart des radios se disputaient parce que ça rapportait beaucoup d'argent. C'est là l'apparition des grands groupes comme RFM, Énergie et toutes ces choses-là. Hein. Faut se rendre compte que tout le monde se disputait les fréquences. Et nous étions petite radio associative. Nous on s'est inscrit en tant que Radio Arc-en-Ciel dans la 2e série des autorisations. Radio Arc-en-Ciel, c'est un nom qu'on a trouvé après, je ne sais pas, 2 heures de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut donner comme nom à cette radio Arc-en-Ciel, c'était les 7 couleurs qui représentaient les 7 jours de la semaine. Hein. Le problème, c'est que la première série des autorisations était plutôt associative et régionale. La deuxième sont des gros réseaux qui sont apparus sur les Énergie, RFM et autres types de radios comme ça. Certaines personnes nous ont dit « Oui, attention, les chrétiens, si on met trop en avant, on n'aura rien, etc. »
Et on a eu vraiment le soutien de gens de droite, de gauche, du stand, d'en haut, d'en bas, comme vous voulez, qui nous ont dit au contraire, vous devez vous exprimer. Même des gens de Radio Bienvenue à l'époque nous ont dit, écoutez, vous aurez certainement votre fréquence, vous devrez quitter, parce qu'on a continué jusqu'au bout. Hein. On n'a pas arrêté. C'est quand on a eu la fréquence qu'on a dit, bon, ben, par honnêteté, on va aller ailleurs, quoi. Hein. Mais on a eu vraiment le soutien pour qu'il y ait une association, et que ce soit bien clair. C'est pour ça que ça s'appelle Association pour la diffusion de l'Évangile, pas seulement par la radio, ça pouvait être n'importe quoi à l'époque, mais bon, on était focalisé là-dessus. Et c'est comme ça, c'est parce qu'on était très clair là-dessus qu'on a eu l'autorisation. À cette époque, il y avait aussi, du fait qu'il y avait une rareté des fréquences et du fait qu'il y avait quand même beaucoup de candidats. Et d'ailleurs, tu mentionnes les commerciaux et les non-commerciaux, mais en fait, il y avait aussi derrière ça tous ceux qui flairaient l'affaire future. Il y avait des boîtes de nuit, il y avait des partis politiques. Donc tout le monde cherchait sa place sur une fréquence potentielle. Contre toute attente, Radio Arc-en-Ciel obtient l'autorisation d'émettre. Il s'agit alors de relever un nouveau défi, le défi technique, la construction des studios de Radio Arc-en-Ciel. Également, le défi budgétaire, puisqu'il s'agira de financer l'ensemble de cette construction, ainsi que la vie et le développement du projet. Nos statuts de l'association qui avait été créée, bon, ça avait déjà ce nom-là, Association pour la diffusion de l'Évangile, mais en plus de ça, il y avait une sorte de déclaration de notre foi dans les statuts. Premier statut d'association, faut imaginer qu'on a une vingtaine d'années. Hein, c'est un petit peu, comment dire, c'est ce cadre-là qu'il faut imaginer. Beaucoup de polémiques, à droite, à gauche. La plupart des radios sont politisées. Donc, dire qu'on veut monter une radio, on s'inscrit dans un paysage un petit peu incertain, on va dire comme ça. La première chose, c'est, je pense que moi, c'est vrai que j'étais visionnaire. J'entraînais des personnes. Et dans le premier conseil d'administration de l'ADE, l'intéressant, c'est que je suis le seul à faire de la radio. Tous les autres sont des gens qui viennent me soutenir pour que ça existe. Et puis, assez rapidement, d'autres personnes vont se greffer. Des gens plus âgés que moi, qui sont plus crédibles peut-être que moi avec mes 20 ans. Et moi, comme j'étais le plus jeune, je me suis occupé de tout ce qui était technique, tout ce qui était aussi formation verbale, parce que c'était un peu mon point fort. J'étais directeur de la grille de programme, au moment, et relations avec les différents intervenants. J'étais président de l'association. On a eu des grands moments de solitude, on doit dire. Des assemblées générales où on invitait, on a toujours voulu être très clair en invitant l'ensemble d'un public ici. Et on a dû gagner en confiance. Peut-être la longueur de mes cheveux n'a pas toujours aidé. Hein, comme j'avais les cheveux longs jusque plus bas que le dos, là. Mais petit à petit, on a pu gagner la confiance des responsables et donc aussi de pas mal de personnes qui sont venues nous aider. Voilà. Parce que c'est une chose d'avoir une fréquence. Après, il faut remplir. Hein. C'est intéressant de voir que personne n'y croyait. Hein, pas plus protestants que catholiques, que n'importe qui. Les gens ne se sont pas engagés dans cette brèche-là parce que ça représentait des sommes très importantes, en tout cas pour l'époque. Et dès qu'on parle d'argent, il n'y a plus personne, hein, souvent. Et puis, la deuxième chose, c'est qui allait faire des émissions. Et puis, encore une fois, l'expression chez les chrétiens, c'est est-ce qu'un tel sera là? Est-ce qu'un tel sera là? Est-ce qu'on pouvait travailler ensemble? Ça semble aujourd'hui presque évident qu'on peut travailler ensemble, mais c'était une époque où chacun se regardait en chien de faïence, autant les protestants entre eux que vis-à-vis des catholiques ou d'autres. À l'origine de la radio, le premier président est décédé, c'est là que tu es devenu président. Donc je suis entré par la toute petite porte en tant qu'assesseur. Après, toi, tu étais à l'armée. La première année, grosso modo, il y a 3 autres membres sur 5 qui étaient au conseil d'administration qui ont changé d'emploi ou qui ont démissionné. J'étais l'homme à tout faire, dans le sens où il a fallu trouver des remplaçants pour toutes ces personnes-là. On avait 6 mois pour tout trouver, pour avoir les locaux, pour préparer les locaux, pour acheter le matériel et pour monter un pylône. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que le premier pylône était monté sur l'IUT d'Ilkirch-Grafenstaden. Et au bout d'un certain temps, on a fini par trouver un émetteur dit professionnel. Et on était la seule radio libre à avoir un matériel de cette qualité-là. Ça valait une fortune, ce truc-là. Neuf, ça valait quelque chose comme 150 000 francs. On a eu, je crois, 60% moins cher de ce prix-là et 30% ou 40% moins cher que le prix de l'occasion.
C'était assez inespéré de travailler avec du matériel de cette qualité-là, quoi. Et il fallait aussi répartir le temps de fréquence. Il faut savoir qu'à l'époque, on était présent un petit peu le matin, je crois de 8 à 10 ou de 6 à 10, un petit peu l'après-midi, des fois en soirée. Et entre, c'était les autres partenaires sur la fréquence, donc soit Radio Campus, soit Radio Sphère. À RBS, on a acheté du bon matériel. Et puis la deuxième autorisation, avec l'arrivée de la publicité, ça a donné un autre changement encore. Nous, on ne pouvait pas commencer avec la table de mixage, sauf respect pour ceux qui ont encore cette table de mixage, une réalistique là, de chez Tandy. Hein. Aujourd'hui, ça vaut un petit peu de sous peut-être, mais à l'époque, ça ne valait pas grand-chose, et le résultat était assez lamentable. Mais on a été obligé de passer, nous, quand on est arrivé, directement avec du matériel professionnel. Ça a beaucoup influencé l'étape historique de ce passage des années 80. C'est qu'on est passé de Monsieur Tout le monde pouvait émettre à des nécessités financières beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, quand on parle d'une table de mixage, d'un micro, c'est cher, mais c'est relativement abordable, on va dire. Hein. À l'époque, tout était très cher parce qu'il n'y avait pas un réseau si développé pour les radios, pour le matériel, les micros. Je me souviens encore même les références. Quand on allait dans les magasins, les gens voulaient des arts avant parce que ça coûtait tellement cher qu'ils n'osaient même pas les commander. Les AKG, les Shure, comme ça. Et c'était intéressant de voir qu'on a eu une réunion, une assemblée générale à l'église baptiste Lamino, et on était bloqués sur l'achat de la table de mixage. Ça coûtait le prix d'une petite Mercedes à l'époque. Et on n'avait pas encore le tout haut de gamme, mais on avait une bonne table. J'avais insisté pour avoir une table de mixage qui puisse tenir, et en fait, elle a tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle passe au numérique. Hein. Donc c'est quand même rare de trouver du matériel qui dure aussi longtemps. Et au moment de l'annonce du prix, tout le monde fait la tête. Alors c'était intéressant, il y en a qui disent « Ouais, moi j'ai un petit cousin qui fabrique des tables de mixage dans son garage. » L'autre « Ah, je suis allé à tel magasin, il y a des promos. » Il fallait mettre tout plein de petites tables de mixage, comme on faisait à l'époque, les unes à côté des autres. Et il y a un vieux monsieur, Fritz, qui lève le bras et il m'appelle avec son gros accent alsacien « Joël, combien il faut pour la table de mixage ?» Je dis « 45 000 francs. » Il fait « 45 000. » « Non, Joël, complète, tout. » Je dis « 45 000. » Bon, je mets 50 000, et maintenant on annonce l'évangile, parce que là c'est du blablabla. Personne n'ose s'engager. Il faut s'engager maintenant. Ça a soufflé tout le monde. Pasteurs, membres, tous les gens qui venaient pour écouter ça, qui étaient très critiques par rapport à l'argent qui sortait. Encore une fois, cette table mixage a tenu le plus longtemps que n'importe qui, presque dans ceux qui ont travaillé à la radio. Et il fait son chèque avec une belle écriture, et il s'en va avec ses pinces à vélo, il prenait le vélo, tonton Fritz. Et puis il revient d'un seul coup. « Joël, j'ai oublié la cotisation. » Je dis « Quoi ?» Il me dit « Joël, j'ai dit tonton Fritz, t'as donné 50 000 là. » Et il fait « Non, Joël, ça c'est un don. Et il y a la cotisation. C'est deux choses différentes. » L'argent est venu un peu par les cotisations, des dons. Dès qu'on a eu l'autorisation, bien sûr, des gens. Il y en a eu des subventions à l'époque. Parce on restait associatif, on avait une somme qui était proportionnelle aux dons. Voilà, on renonçait à la publicité, ce qui fait que par exemple, je ne sais plus, je dirais une bêtise, mais quand on avait 1000 francs, je crois qu'on nous donnait 1000. Et c'était un impôt sur les radios... Un pourcentage sur les bénéfices publicitaires des radios commerciales. Ouais. Le phénomène multiplicateur, ça venait du fait que les subventions étaient données en fonction de ce que l'on récoltait comme don ou comme argent ou comme bénéfice d'opérations qu'on faisait, d'où quelques concerts qu'on essayait de faire, d'où des CD ou des cassettes qui étaient faites. Mais comme il y avait quelques donateurs qui en donnaient quand même pas mal, on est très rapidement monté sur des subventions plutôt confortables. C'est-à-dire grosso modo 150 000 francs par an, donc c'était pas négligeable, hein, c'était assez super. Quand les gens ils savaient pourquoi ils donnaient, ça leur plaisait bien. Et les gens aimaient la radio. Ouais. On était écoutés, on avait des sondages, on n'était pas mauvais dans les sondages. Hein. Il y avait certaines personnes qui faisaient des trucs très ciblés et qui franchement avaient un succès assez considérable. Je me souviens de toute une série de... Moi je faisais la technique pour Gérard, mais Gérard il faisait des séries avec des personnes reconnues en France par rapport à la foi. C'était vachement intéressant. J'apprenais plus à faire la technique pour certaines personnes que je pouvais en apprendre dans certains de nos milieux, quoi. Donc c'était assez gratifiant. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on avait une bonne partie du public qui nous était régulier parce qu'on avait des émissions en langue étrangère. Ah ouais.
Alors c'est amusant, c'est quand vous avez... Quelle langue étrangère, Joël? Espagnol, cambodgien, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, les Cambodgiens qui venaient à 5h30 du matin pour démarrer une émission à 6h du matin en cambodgien sur l'antenne. Mais c'était l'émission qui était suivie pour leur communauté. C'était l'époque où ils étaient tous réfugiés, je ne sais pas trop où, en Alsace et ailleurs. Ceux qui créent les émissions, c'est des bénévoles qui ont rejoint la radio à différents moments. Et en fait, ils étaient totalement libres de faire ce qu'ils désiraient. L'espoir, c'était d'avoir des émissions chrétiennes. Si c'était musical, on l'autorisait également. Si c'était non chrétien, on l'autorisait également. On avait des gens qui faisaient un peu de tout en fonction de leurs affinités. Mais le contenu, on a eu de la poésie, on a eu du témoignage chrétien direct, du contenu plus contenu, une thématique, on va dire, chrétien. On a eu des recettes de cuisine, t'en souviens? On a eu des reportages, on a eu de la country, on a eu du hard rock, on a eu toutes sortes. Il n'y avait pas de plus philosophique. Il y avait des petites annonces. La règle, c'était de rester associatif. Hein. Il fallait qu'on donne un caractère associatif, parce que passer que de la musique à longueur de journée. Par exemple, on avait des émissions de musique, mais on a des émissions de musique, par exemple country, c'était pour faire découvrir la country. C'était pas seulement passer 30 albums d'affilée. Après mon émission de country, je faisais la technique pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, ça doublait le temps. Donc c'était vachement pratique d'avoir quelque chose qui double le temps, parce que ça faisait toujours ça de moins à faire. J'avais une émission de musique rock, mais je traduisais des chansons. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, on trouve tout ça. Hein. Mais on traduisait les chansons, on expliquait le contenu, l'origine. C'était plus l'harmonisation entre les émissions qu'il fallait travailler, ou entre les caractères des gens, hein, puisqu'on avait autant des jeunes fougueux que des personnes plus âgées qui venaient... Les premières émissions, c'était sur toute la semaine, mais c'était à des heures bien particulières. Donc, une grille de programmes divisée en 3, c'était pas simple à gérer. Ce qui a fait beaucoup de bien à la radio aussi à un moment donné, c'est que je crois que c'est à la 2e autorisation, on est devenu la radio du week-end. On émettait de vendredi 16h jusqu'au lundi matin, je crois, 6h, quelque chose comme ça. Alors, en termes de simplification du travail, c'était assez génial. L'emploi du temps était beaucoup plus facile à gérer, quoi. Enfin, moi, je passais beaucoup de mon temps sur place le week-end. Je sais que j'ai gardé mes enfants à certains moments à la radio. Et un facteur assez énorme, c'était la possibilité d'avoir des objecteurs de conscience. Ça a permis, en termes de ressources humaines, des choses qu'on n'était pas en mesure de faire. Ah là, la convoitise de l'objecteur de conscience, le gars qui est là 40 heures par semaine. Et on a monté un dossier. Et on a eu l'agrément pour l'objecteur de conscience. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on en avait quelque chose comme 18 sur la totalité de la période. Donc effectivement, à l'époque, c'était Alain Voncé qui était le président de la radio, et qui était le trésorier, et qui était très actif pour essayer justement de trouver un équilibre financier et surtout d'optimiser les subventions qu'on pouvait obtenir de l'État pour le fonctionnement de la radio. Et pour cela, il fallait avoir une certaine activité et tout ça. Et donc il avait très bien compris tous ces mécanismes et les utilisait parfaitement. Et donc à l'époque, effectivement, on pouvait refuser de faire son service militaire, qui était d'une durée de 10 mois à l'époque, et on pouvait à ce moment-là faire une objection de conscience, refuser l'usage des armes. Et donc on devait faire à ce moment-là un service civil de 20 mois au lieu de 10 mois. Donc moi c'est ce que j'avais décidé de faire et je cherchais une association pour cela. J'étais en lien avec une église dans laquelle j'avais envie de faire du travail de jeunesse. Et donc on a trouvé, avec Alain Boncé et l'église dans laquelle je faisais partie, on avait trouvé une façon de faire, c'est-à-dire que j'étais embauché comme objecteur de conscience à la radio pour faire le travail radio à mi-temps. Et l'autre mi-temps, je le faisais, la radio louait finalement cet objecteur de conscience à cette église pour faire un travail de jeunesse. Ça, c'était une occasion assez inouïe en termes de gestion du temps. Parce que là, on pouvait commencer à travailler un peu plus sereinement et correctement. Il faut peut-être préciser pourquoi on avait besoin d'autant de monde. C'est qu'aujourd'hui, tout est numérique, donc vous programmez, ça lance, je connais encore bien le matériel numérique. Mais à l'époque, tout est matériel. Vinyle, cassette, bande. On a été une équipe technique de, je pense, 4 ou 5 objecteurs de conscience, avec pas mal d'enregistrements sur bande, du montage sur bande, donc découpage des bandes. Et ensuite, pour tout ce qui était la nuit, il fallait enregistrer en fait de la musique sur des cassettes
qui ensuite étaient mis sur des lecteurs de cassettes automatiques et qui étaient lus pendant toute la nuit. On faisait de l'animation en direct aussi, donc le vendredi soir, le samedi matin. On faisait l'animation en direct et puis on produisait certaines de nos émissions aussi, nous, en tant qu'objecteurs de conscience. Et donc moi, je me suis beaucoup amusé à faire une émission pour enfants où je racontais, donc j'étais en partenariat avec une librairie strasbourgeoise, avec les différentes salles de spectacle pour enfants, le théâtre jeune public et tout ça. Et donc je faisais des reportages, j'enregistrais des contes dans le studio, et ça faisait une émission hebdomadaire d'1 heure. Beaucoup de nos soit CES, soit objecteurs de conscience ont été repris par des radios existantes parce qu'ils avaient une expérience radiophonique. Et s'ils ont trouvé un boulot, ça prouvait bien qu'on n'était pas aussi mauvais que ça, puisqu'on a pu les former suffisamment. Des fois, des programmes de formation coûtaient relativement cher aussi. C'était plus l'époque où la première fois où moi je t'ai vu à l'œuvre dans un local associatif à l'Esplanade, où tu disais touche pas à ce fil-là, et puis finalement 2 secondes après il n'y avait plus rien. On pourrait passer des heures à raconter le matériel et comment on passait du temps sous la table de mixage pour essayer de souder des câbles, quand on ne savait pas qui avait tiré sur les câbles pour essayer de prendre un peu de distance à l'économie, quoi. Mais c'était une époque, donc on passe à autre chose. Il y avait une époque où la radio est passée par quelques tourmentes. Alors la tourmente, c'était lié à notre partenaire sur la fréquence. À un moment donné, notre émetteur commun a été confisqué. On n'a jamais su où il était au début. Et donc on est redevenu pirate. Je me souviens, on est allé s'expliquer à Nancy, à la commission technique radiophonique, pourquoi vous émettez sur un site où vous n'êtes pas autorisé, parce que j'avais pris la décision de mettre un émetteur de secours en route. Je ne sais même plus où on l'a mis. On peut juste expliquer une chose, c'est que les émetteurs avaient c'est un amplificateur, si on veut. Ils devaient être à un endroit et on ne pouvait pas le bouger. Avec l'antenne. L'antenne devait être déclarée, etc. Donc quand on nous empêchait l'accès à notre propre émetteur, c'est ça en fait, eh bien il fallait bien qu'on émette d'un autre émetteur. Donc on avait mis un émetteur ailleurs. Et on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on émettait d'un lieu qui n'était pas autorisé, à nos heures, on respectait quand même nos horaires d'émission. Et alors il fallut s'expliquer, et donc on est allé s'expliquer. De toute façon, dans les 2 cas, on se faisait réprimander. Si on n'émettait pas, ils pouvaient nous retirer la fréquence. Si on émettait dans les mauvaises conditions, on pouvait nous retirer la fréquence, etc. Mais en réalité, ça a tout foutu en l'air. Je pense qu'à cette époque-là, on a perdu facilement 60% des auditeurs. Mais qu'est-ce qui a permis de le relancer? C'était la première informatisation de la radio. La possibilité d'accueillir des objecteurs de conscience au sein du projet développé par Radio Arc-en-Ciel est une évolution, et même une révolution. Cette opportunité permet au projet de se développer et de prospérer. Passé l'année 2000, un nouveau défi s'ouvre pour l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de moderniser les installations techniques. Concrètement, il s'agit de passer de l'ère du matériel, des bobines, des cassettes, à l'ère du numérique. La musique et les programmes contenus et diffusés à partir d'un ordinateur. Cette étape sera notamment franchie avec l'arrivée et la motivation de Nicolas Breuning. Alors le premier salarié qui n'était pas objecteur de conscience, je pense que c'était Jean-Paul Gless, mais qui était encore en contrat aidé. Voilà. Et ensuite, il a été donc rejoint par Nicolas Breuning, qui a été un 2e salarié qui était aussi dans des contrats aidés. Après, c'est toujours poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois que ces contrats aidés s'arrêtent. Est-ce qu'on prend la charge d'un salarié à plein temps, sans aucune aide de l'État, sans aucun dispositif d'aide? Ça s'est pas produit souvent, mais ça s'est produit avec Nicolas Breuning, qui a été le premier, je pense, qui est resté avec nous alors qu'on n'avait plus de dispositif d'aide. Et du coup, en fait, il a pas mal développé l'activité studio de la radio. C'est-à-dire que lui, il était passionné de son, de tablets de mixage et tout ça. Et donc, il faisait des prestations de sonorisation pour des associations sous le couvert de Radio Arc-en-Ciel, ce qui lui permettait de payer son salaire, un salaire plein, et un petit peu au-dessus du SMIC. Et surtout, ça permettait de faire fonctionner le chiffre d'affaires de la radio et donc de disposer du maximum des subventions que la radio pouvait avoir. Moi, je suis arrivé, c'était en 2002.
Et j'étais salarié jusque 2009, donc je suis resté 7 ans à Radio Arc-en-Ciel. Et donc du coup, moi j'étais pendant ces 7 ans-là au 86 rue de la Plaine des Bouchers, donc, où était la radio à son origine. Et moi j'ai pris un peu le relais technique sur tout ce qui est enregistrement, qualité, essayer d'améliorer un petit peu tout ça, quoi. Il y avait pas mal de choses à changer, donc c'était pas compliqué d'apporter facilement des choses nouvelles. On était sur du matériel encore analogique à l'époque, avec des micros, des prises de son qui étaient pas très bonne qualité. On était sur un logiciel qui était encore sur un vieux Macintosh. Et donc du coup, on devait préparer les playlists à la main. C'était hyper long, hyper contraignant. On avait quasiment les mêmes musiques qui repassaient à 10-15 minutes près. Donc du coup, au fur et à mesure des années qui ont suivi mon arrivée, j'ai pu remplacer ce matériel-là et donc améliorer, moderniser tout ça, quoi. La mise en place du nouveau logiciel avec le nouveau studio, c'était beaucoup de boulot et c'était quand même un grand changement dans la radio. Moi, quand je suis arrivé en 2002, les gens qui étaient présents à la radio, qui étaient au conseil d'administration, c'était des gens qui étaient à l'origine de la radio. Et donc, du coup, il y avait ce lien-là par rapport à la création de la radio. Ça faisait déjà plusieurs dizaines d'années. Et donc, du coup, ces gens-là étaient encore là, étaient dans le conseil d'administration. Donc, du coup, moi, j'ai connu vraiment ce lien fort des gens qui étaient vraiment pionniers dans la radio et dans cette radio Arc-en-Ciel, quoi. Il y a le côté un peu où, quelque part, ils ont leur point de vue de la chose, c'est-à-dire comment eux, ils le faisaient à l'époque, etc. Et en même temps, il y a l'évolution et comment on apporte, nous, l'idée pour que les gens puissent se dire qu'on peut joindre les deux, c'est-à-dire garder toujours ce côté un petit peu de leur vision historique tout en essayant d'évoluer vers quelque chose de mieux, quoi. Parce que quand on évolue avec ce genre de matériel, ça va très très vite. On sait que l'informatique, ça va très vite. La partie son, ça va très très vite aussi. Et l'évolution technologique aussi, hein. Moi, je sais que professionnellement parlant, il y a eu tellement d'évolutions techniques que c'était assez impressionnant. On avait une façon de faire un petit peu un contact avec des auditeurs. C'était le 3615, le CEP, Arc FM. Minitel. Minitel, tu parles. Qui se souvient encore de Minitel? Techniquement, il y a des choses qui ont tellement évolué, c'était plus du tout pareil, quoi. Les cassettes, tu pouvais presque toutes les mettre à la poubelle. J'en ai encore un stock considérable à la maison. Moi, à l'époque, on a investi dans une table numérique. Donc avec les boutons qui bougent tout seuls et tout, etc. Les gens, ils étaient un peu perdus. Donc du coup, après, c'était essayer de trouver des idées pour essayer de faire des programmes avec la table pour qu'elle soit facile d'utilisation. Parce que du coup, après, les gens derrière, ils peuvent plus utiliser le matériel. Donc dans une association, c'est compliqué de dire on va acheter ce matériel-là parce qu'il est génial, ça va nous faire un bond énorme en qualité, mais derrière, il y aura peut-être lui qui pourra plus utiliser, ou il faudra qu'il fasse une formation, mais du coup il veut pas parce que maintenant il est trop vieux, donc il a plus envie, etc. Donc ça c'est un peu la complexité dans ce milieu-là, dans le milieu associatif, de faire évoluer tout en gardant quand même les gens qui sont là depuis longtemps pour qu'ils puissent continuer, quoi. Les bénévoles, par exemple, je donne un exemple, il y a un bénévole qui est d'ailleurs toujours là aujourd'hui, c'est Marion, et donc que j'ai appris à connaître quand je suis arrivé et qui est toujours là et qui lui, sa passion c'est de faire son émission avec son contenu. Et peu importe la manière, peu importe la forme, si on a changé la table de mixage, si on a changé la manière de diffuser, n'importe qu'on lui dit qu'il faut qu'il fasse différemment ou mieux, ou il est là et il apprend et il continue. Et donc ça c'est la plus belle évolution parce que lui, il a traversé tous les changements, quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas de système il n'y avait pas de MP3, ça n'existait pas, le MP3 est venu par la suite. Et il n'y avait aucun programme, on faisait tous les montages à la maison ou à la radio, donc en coupant des petits bouts. Et ensuite, on lançait ça manuellement d'après la table de mixage, qui n'était pas une table numérique. Ça n'avait aucun rapport. Aujourd'hui, tout est facile. Après, je pense qu'il y a eu une phase, et c'est là que ma présidence est entrée là-dedans, c'était se dire comment est-ce qu'on s'appuie non seulement sur quelques éditorialistes qui font leurs petites pépites, et ça continue, ça a duré quelques années, mais comment est-ce qu'on arrive à créer une sorte de rédaction
où on réfléchit à des émissions qui vont être importantes dans chaque domaine qui nous tiennent à cœur, qui sont non seulement le domaine religieux, mais le domaine social, le domaine écologique, et qu'on crée aussi une matinale, une vraie matinale, avec des animateurs qui captent vraiment un auditoire qui a envie d'information. On a recréé le logo avec Philippe Schwab. Ce qui était important, c'est de montrer facilement aux gens ce que Radio Arc-en-Ciel pouvait faire. Et donc, il y avait ces 4 couleurs qu'on avait trouvées avec Philippe Schwab. C'était la radio en rouge, notre activité radiophonique, c'est là-dessus qu'on reçoit une subvention. Une activité banque de programmes, c'est-à-dire qu'un programme que l'on faisait pour la radio, on pouvait le partager avec les autres radios et le rendre disponible sur Internet, puisqu'on avait un site web assez rapidement. Ensuite, il y avait la partie verte, c'était la partie studio, nos moyens techniques au service des autres. Et il y avait la partie presse, qui était notre capacité de faire un travail de diffusion d'informations, d'enquête et tout ça. J'ai connu la radio, je pense, il y a bien une quinzaine d'années, et ma première implication était plutôt de l'ordre de l'accompagnement de la direction du moment pour tout ce qui était communication. Voilà, et je suis intervenu à un moment donné où la radio réfléchissait à rajeunir, revoir un peu sa charte graphique, et notamment le logo qui était avant un arc-en-ciel, voilà, tout simplement. J'ai été un peu témoin de passation de pouvoir, dans le bon sens du terme, de direction au sein de la radio, et ça a coïncidé effectivement avec des réflexions un peu stratégiques sur la ligne éditoriale, la façon dont la radio contribue au témoignage chrétien pluriel, en fait, sur sa zone de diffusion. Donc plus qu'un événement, c'est une histoire effectivement de la manière dont la direction incarne à un moment donné des lignes stratégiques, et notamment des lignes éditoriales concrètement, quoi. Je me suis rendu compte en tant que dirigeant que gérer du personnel, c'est quelque chose de difficile dans le sens où le personnel est 24 heures sur 24 à la radio. Enfin, les personnes qui sont embauchées, surtout ceux qui sont salariés, sont 24 heures sur 24 à la radio, apportent leur qualité, leur talent, et du coup impriment leurs empreintes sur la façon de faire. Je crois que c'était le plus compliqué, c'était vraiment le fait de se retrouver un petit peu parfois seul dans des situations, parce qu'on est là, on est salarié, il faut avancer, on travaille, sinon bah voilà, on fait quoi, on rentre à la maison. Donc ouais, ça, je trouve que c'est l'aspect un peu le plus compliqué sur lequel j'ai eu à travailler, quoi. Et du coup, c'est pas forcément facile pour des dirigeants associatifs qui sont que bénévoles et qui ont un travail à côté, de suivre ça au quotidien, les accompagner et d'équilibrer les choses. Donc à un moment donné, parfois, l'employé prend des initiatives personnelles parce qu'il est tout seul. Et après, c'est pas toujours facile de le cadrer et de l'emmener vers une vision globale qui, elle, est portée par le conseil d'administration. Puis après, la dernière difficulté, c'est que quand on n'a pas les finances, quand les finances baissent, il y a des choix douloureux comme de licencier quelqu'un pour raisons économiques. Comme toute vie associative, Radio Arc-en-Ciel connaît des hauts et des bas. 2015 et 2016 sont des années compliquées pour le projet. Une tempête qui manque de faire vaciller l'association ADE de peu. Mais une période qui permet des avancées fortes tout de même dans le projet, avec notamment l'installation de la radio au Parc des Tanneries, 7A, rue des Rossignols. En fait, il y a eu tout un tas de facteurs qui se sont, je dirais, agrégés les uns aux autres et qui ont fait qu'à un moment, on était sur la pente descendante et qu'on n'a pas réussi à remonter. Et en pensant toujours que ça allait s'améliorer, mais en fait, ça ne s'est pas amélioré. Je pense que de toute façon, on ne pouvait pas prendre d'autres décisions. Donc, à un moment donné, voilà, il faut aussi assumer qu'il y a eu des moments où c'était compliqué. Je veux dire, il faut prendre des décisions difficiles. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a des gens qui le vivent pas bien. Il a fallu aussi expliquer aux gens ce qui s'était passé, pourquoi, et puis pourquoi aussi on avait envie de relancer ce projet qui pouvait paraître peut-être moribond pour certains. Le projet est au plus bas, le projet est en crise, et cette difficulté est l'opportunité de repenser l'ensemble du projet de Radio Arc-en-Ciel. L'approche éditoriale est revue. Radio Arc-en-Ciel est un média qui fait caisse de résonance de la vie chrétienne locale. Radio Arc-en-Ciel est également une radio qui vise à faire écho de la dynamique de vie locale, culturelle, environnementale ou d'entraide. Et donc, c'est là que Cédric est revenu et qu'on a relancé un projet avec, je dirais, Cédric qui, lui, était vraiment hyper moteur pour relancer quelque chose, quoi.
En septembre 2016, je suis de retour à Radio Arc-en-Ciel. Mes retours à Radio Arc-en-Ciel dans un contexte un petit peu particulier, qui est un contexte difficile, puisque c'est un moment où l'association traverse une crise. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire, et aujourd'hui, je vois ça presque comme un bien et comme une opportunité, puisqu'il y a eu cette chance de pouvoir dire « on a une radio qui est là ». Qu'est-ce qu'on veut en faire? On a pu presque, si on utilise un langage informatique, rebooter le projet. On a une radio, historiquement c'est la radio chrétienne de Strasbourg depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui elle est là, il y a beaucoup de choses à y mener pour qu'un projet existe, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Et ça a été très palpitant, très difficile aussi, puisque d'un point de vue budgétaire c'était extrêmement compliqué de relancer la machine. Pour bien créer du contenu, créer une radio dynamique, créer un cadre qui permet à des gens de venir s'engager, de venir prendre l'antenne, de venir s'exprimer et faire vivre cette dynamique de radio chrétienne. Aussi l'occasion de redéfinir notre projet. Et aujourd'hui, un projet radio chrétienne, puisque je pense qu'on peut le définir, cette étiquette-là, on peut la définir de différentes manières, mais aujourd'hui c'est très simple. La radio chrétienne se veut une caisse de résonance de la vie chrétienne de notre région. On veut tout simplement pouvoir tendre notre micro aux acteurs de la vie chrétienne et qu'ils puissent, bien tout naturellement, j'ai tendance à dire, pouvoir expliquer leur réalité, leur dynamique, leur vie. Et c'est dans ces baskets-là, aujourd'hui, qu'on se sent vraiment très à l'aise, dans une posture de média, mais de média qui fait la part belle à la vie chrétienne et qui a le désir d'expliquer cette réalité-là à nos contemporains. En tant que radio chrétienne, on se sent, je pourrais le dire, naturellement concerné par les questions de société, les défis que notre société rencontre, l'écologie, l'entraide, etc. Et on se sent concerné d'un point de vue local notamment. On a envie de mettre en valeur les belles initiatives, les belles choses qui sont proposées aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'un point de vue local, portés par des associations ou autres, et des projets, des choses, des belles initiatives qu'on évoque trop peu dans de nombreux médias, et je crois que c'est notre rôle aussi en tant que média de proximité de pouvoir apporter entre guillemets une bonne nouvelle sur un sujet de société. Il s'agissait de rebâtir un projet à partir de peu, et il s'agissait notamment de trouver des gens qui viennent s'investir dans ce projet-là, avec un budget qui était nul. Le projet revoit l'installation de ces studios avec la possibilité d'accueillir de nombreux producteurs bénévoles, des personnes qui s'engagent pour créer des émissions radiophoniques. Enfin, l'association rebondit tout particulièrement grâce à l'engagement de personnes en mission de service civique, des jeunes de 18 à 25 ans, qui consacrent une année à la vie et au développement des programmes de Radio Arc-en-Ciel. À partir de là, et via l'expérience que j'en avais, j'ai pu déjà, moi, commencer à œuvrer au sein du projet et déclencher la possibilité pour des jeunes de s'engager au niveau de la radio via le dispositif du service civique. Alors c'est assez rigolo et cocasse de savoir que fut une époque, Radio Arc-en-Ciel avait énormément fonctionné grâce à l'engagement de personnes qui faisaient des objections de conscience. Donc l'objection de conscience qui permettait de ne pas faire le service militaire. Finalement, le descendant de cette objection de conscience, qui est le service civique aujourd'hui, qui permet à un jeune de 18 à 25 ans de s'engager dans un projet associatif, bien que ce soit ce descendant-là qui a permis de créer vraiment une dynamique de vie nouvelle au sein du projet, permettant l'accueil de plusieurs jeunes qui avaient le désir d'intégrer un média de proximité et de créer du contenu, de créer de la vie, d'apporter des idées nouvelles. Et vraiment, ça a permis donc un engagement nouveau, une fraîcheur nouvelle, un dynamisme nouveau, et ça a vraiment relancé le projet. Et moi, j'ai le plaisir encore aujourd'hui d'orchestrer et de diriger une dynamique d'action où des personnes en service civique peuvent vraiment amener leurs pattes et créer du contenu au sein de notre projet. Et je trouve que c'est une réelle force. Alors, ce qui me paraît être un grand défi pour le futur, ou peut-être pour déjà maintenant, c'est le contenu. Je pense qu'il y a toujours de la place pour la radio, les moyens techniques, on parle de nouveaux systèmes de transmission, la perte de l'AFM, mais je pense qu'il faudra être dans des programmes courts, plus incisifs,
et revenir à du contenu. On n'est pas concurrentiel par rapport à ceux qui vont faire que du remplissage, j'allais dire, musical. Donc les radios associatives, il y a toujours de l'avenir, mais il faudra qu'on soit percutant, peu de mots, direct et clair. Encore plus qu'avant. Maintenant, avec les caméras, on peut rajouter encore plus d'intérêt, de fraîcheur, de vivacité en filmant les interviewés. Et donc je pense que là, c'est ce vers quoi on s'achemine, c'est-à-dire on a des moyens techniques très solides, sonores et maintenant vidéo. On a une vraie plateforme pour produire des émissions, pour les diffuser à l'antenne en direct sur la FM, mais aussi sur Internet. Je pourrais avoir l'impression que la ligne éditoriale a bougé, mais de fait, pas tellement. La ligne éditoriale, quelle que soit la direction, a toujours voulu être un média au service, un peu comme une caisse de résonance aussi, au service des œuvres, églises de l'Eurométropole, mais également d'être une radio, entre guillemets, qui ne soit pas trop typée chrétien. Au sens, c'est une radio qui se veut aussi accessible en termes de témoignages pour des personnes qui ne sont pas forcément connectées à la foi, qui sont peut-être un peu en démarche, qui se posent des questions, peut-être qui se posent des questions aussi sur c'est quoi être chrétien aujourd'hui, voilà. Donc le positionnement de la radio, finalement, je trouve, est relativement stable, malgré une histoire qui a pu paraître mouvementée un petit peu, sur cette ligne éditoriale d'être une radio certes chrétienne, mais qui est aussi une caisse de résonance relativement plurielle dans ses prises de parole, dans la nature des personnes qui y travaillent, des services civiques par exemple. Depuis qu'on a vraiment relancé le projet en 2015, je crois que ça se passe quand même vraiment bien. Enfin, moi, je suis contente. Voilà, il y a une bonne ambiance, les services civiques, ils travaillent bien. Il y a d'autres bénévoles qui sont là, on peut compter sur eux. Les émissions, elles se font. Voilà, il y a vraiment quand même une dynamique qui est hyper encourageante. On oublie les moments difficiles et puis on se concentre sur l'aujourd'hui, quoi. On a pris plaisir à vous faire voyager au travers des 35 années d'existence de Radio Arc-en-Ciel. De la naissance officielle en 1984 et même un petit peu avant avec l'action de Joël Attia, jusqu'à nos jours, 2019, moment où nous réalisons ce reportage. Un documentaire qui a pour objectif de capitaliser cette histoire. Et justement, on espère que non seulement cette histoire ne s'arrête pas là, mais qu'elle continue de se développer. Et aujourd'hui, si on construit ce projet, et aujourd'hui, si on s'engage dans ce projet, et si on s'engage fortement même dans ce projet, eh bien c'est parce que nous croyons que dans 10 ans, dans 20 ans, nous serons encore pertinents. Et justement, nous travaillons à développer notre pertinence et à nous adapter aux grands changements qui sont déjà actifs dans le monde des médias et qui vont encore être plus actifs demain. Alors, si vous aussi vous aimez Radio Arc-en-Ciel, si vous aussi vous avez aimé son histoire et ce défi qui a été œuvré jusqu'à présent, eh bien restez bien avec nous, connectez-vous à notre projet puisqu'il y a de très nombreux défis qui nous attendent et de très très belles choses à aller créer ensemble.